Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être fidèles à notre rendez-vous. C'est un grand plaisir de vous retrouver pour notre émission de ce soir, comme vous le voyez à l'écran, la 14e émission, et de savoir que nous rentrons dans une nouvelle partie de cet ouvrage que vous avez sous les yeux, The Most Dangerous Superstition de Larcon Rose. Cette partie 4 étant intitulée « La vie sans superstition ». La voici sous vos yeux. Dès que j'aurai localisé la partie du sommaire qui s'y réfère, donc émission numéro 14 pour ce 17 août 2023. Vous le voyez sous vos yeux, partie 4, la vie sans superstition, et nous allons aborder les thèmes suivants pour ce soir: la solution, la réalité est une anarchie, la peur de la liberté, voire un monde différent. Alors, n'hésitez pas à vous manifester sur le chat. Vous savez à quel point un bonjour ou un bonsoir fait toujours plaisir. Merci à nos fidèles abonnés et à ceux qui nous découvrent. Et puis, je vous rappelle l'importance de cette lecture active et interactive en appliquant l'option, la deuxième étape de ce document, à savoir de poster à l'écoute de chaque paragraphe. Je vous rappelle que chaque thème est constitué donc de plusieurs paragraphes. Donc, à l'écoute de chaque paragraphe, eh bien, écoutez, n'hésitez pas à participer de manière active sur le chat en restituant les mots que vous entendez, les expressions employées, de façon à ce que quelque chose se fixe bien davantage. Alors, bonsoir César, grand plaisir à te retrouver. Et donc, vous connaissez donc maintenant le principe de la lecture haute voix et puis le petit contrat que nous passons ensemble, compte tenu du thème de cette lecture ô combien important pour nos vies à toutes et à tous, eh bien de fermer le livre, ou fermer en tout cas l'émission en troisième étape, et de la raconter à quelqu'un de votre entourage, et puis une fois racontée, eh bien de discuter ce que vous avez entendu avec ce ou ces auditeurs autour de vous. Ça, c'est votre mission après l'émission, la mission pendant l'émission étant la restitution. Alors, je vous remets sous les yeux le sommaire, et puis on rentre sans plus tarder dans cette partie 4, la vie sans superstition. La solution. Presque tout le monde peut constater au moins quelques problèmes avec le gouvernement sous lequel il vit, qu'il s'agisse de corruption, de guerre, de redistribution socialiste, d'intrusion de l'État policier ou d'autres oppressions. Et nombreux sont ceux qui cherchent désespérément une solution à ces problèmes. Ils votent donc pour tel ou tel candidat, soutiennent tel ou tel mouvement ou parti politique, font pression pour ou contre telle ou telle législation et finissent presque toujours par être déçus des résultats. Ils peuvent facilement identifier et se plaindre de divers problèmes, mais une solution réelle leur échappe toujours. Alors, dites-moi sur le chat si vous avez connu, comme j'ai pu en connaître, du temps où je votais encore, des déceptions en voyant ce qu'avait fait de mon vôtre, entre guillemets, les gouvernants que j'avais contribué finalement à, d'une certaine manière, légitimer et valider. Donc, fin de ce premier paragraphe concernant la solution. Alors, vous avez pu entendre une nouvelle fois ce mot très employé dans ces lectures de gouvernement. Donc, fait exemple en ce tout début de nouvelle émission. Et puis, on a parlé effectivement d'intrusion de l'État policier, comme des illusions, intrusion de l'État policier. Et parmi les mots, les expressions employées, on a également
employer le mot déçu des résultats. Alors, la déception, une émotion pas toujours très facile, voilà, déçu des résultats. Et ce livre a le très grand mérite de nous donner de nombreuses raisons pour lesquelles on ne peut qu'être déçu des résultats. Paragraphe suivant. La raison pour laquelle ils sont toujours déçus est que le problème ne réside pas dans les personnes appelées gouvernement. Il réside dans l'esprit de leurs victimes. Le bricolage du gouvernement ne peut pas résoudre un problème qui ne vient pas du gouvernement. L'électeur insatisfait ne se rend pas compte que c'est sa propre vision de la réalité, sa propre croyance en l'autorité, un mot qui revient très souvent également, qui est à l'origine de la plupart des problèmes de la société. Il pense qu'une classe dirigeante est un élément naturel, nécessaire et bénéfique de la société humaine. Et tous ses efforts se concentrent donc sur les querelles pour savoir qui devrait être responsable et à quoi devrait servir le pouvoir du gouvernement. Lorsqu'il pense à des solutions, il pense à l'intérieur de la boîte de l'étatisme. Par conséquent, il est impuissant dès le départ. Supplier les maîtres d'être gentils ou demander un nouveau maître ne mène jamais à la liberté. Au contraire, de tels comportements sont de bons indicateurs que la personne n'est même pas libre à l'intérieur de son propre esprit. Et un homme dont l'esprit n'est pas libre ne sera jamais libre dans son corps. Fin du deuxième paragraphe. Alors, les expressions employées, libre dans son corps, pour une des dernières. Évidemment, libre dans son esprit, puisque les deux vont de pair. Alors, désolé pour les fautes d'orthographe. Libre dans son esprit. Alors, je vous rappelle que ce que je fais avec vous sur le chat, en fait, c'est ce que je vous incite à faire vous-même. Vous avez entendu une expression qui peut-être a fait sourire, voire sourire jaune, qui est le bricolage du gouvernement. Et s'il y a d'autres expressions qui vous ont frappé, n'hésitez pas à les poster. Donc, j'ai entendu également parler d'électeurs insatisfaits. Et puis, le mot solution a été proposé également dans ce paragraphe. Je vous laisse compléter comme vous l'entendez. César nous parle de métayer, merci à toi. Une expression qui me rappelle toujours Étienne Chouard à chaque fois que je la retrouve dans ce livre, c'est supplier les maîtres d'être gentils. Et la phrase se termine en disant « on ne mène jamais à la liberté ». On a parlé de querelle dans ce paragraphe. Et puis on a parlé encore de sa propre croyance en l'autorité. Voilà quelques expressions employées. N'hésitez pas à les poster au fur et à mesure, sans attendre forcément la fin du paragraphe. Ça sera sans doute plus facile, comme ça vous les chopez au vol en quelque sorte. Troisième paragraphe, pour développer ce thème de la solution dans une vie sans superstition. Les gens sont tellement habitués à s'engager dans les rituels culturels collectivement appelés politiques, vote, lobbying, pétition, campagne, etc., que toute suggestion de ne pas prendre la peine de participer à ces efforts inutiles et impuissants revient à leurs yeux à suggérer qu'ils ne fassent rien. Parce qu'ils considèrent que le vote, les pleurnicheries et la mendicité constituent l'ensemble des possibilités qui s'offrent à eux en matière de gouvernement, ils sont incapables de comprendre quoi que ce soit qui puisse réellement accomplir la liberté. Ainsi, lorsqu'un volontariste ou un anarchiste explique à la fois le problème et la façon de le résoudre, mais sans présenter un nouveau candidat pour lequel voter, un nouveau parti politique à soutenir ou un nouveau mouvement ou une nouvelle campagne à soutenir, en d'autres termes, sans proposer quoi que ce soit qui coïncide avec la superstition du gouvernement ou de l'autorité, l'étatiste moyen se plaindra qu'aucune solution n'a été proposée. De leur point de vue, quiconque ne joue pas le jeu de la politique, selon les règles établies par la classe dirigeante, ne fait rien. Ils déclarent avec enthousiasme « il faut participer ». Ils ne se rendent pas compte que participer au jeu créé et contrôlé par les tyrans, c'est ne rien faire,
du moins rien d'utile. Donc, les expressions employées pour ce paragraphe, il faut participer, ne rien faire, le mot gouvernement, évidemment, employé quasiment à chaque paragraphe, puisque c'est le cœur de notre sujet. Le mot autorité. On a parlé de pleurnicherie et de mendicité. Et bien sûr, on a parlé de liberté. Voilà. Alors, je vous rappelle que je vous encourage les uns et les autres à poster sur le chat. Merci César pour tes participations. Tu nous as proposé vote et candidat, excellent. Continuez ainsi les amis, et si d'autres peuvent se joindre à César, vous verrez que ça prendra une toute autre ampleur s'il y en a plusieurs d'entre vous à jouer ce jeu de la restitution. Je vous rappelle que le protocole de la lecture à haute voix, tel que je vous l'ai montré en tout début d'émission, je vous le remets sous les yeux, vous permet de faire une auto-évaluation de vous-même pour savoir qu'est-ce que vous retenez d'une lecture ou d'une écoute d'un livre tel que ça se produit dans ces émissions, d'avoir une opinion basée sur des faits et non pas sur des suppositions. Il vous suffit pour cela de suivre ce protocole qu'on vous poste après chaque émission, non seulement dans la description de la vidéo, mais également en commentaire épinglé. C'est très important d'être conscient de ces capacités de concentration, de ni les sous-évaluer, ni les surévaluer. Et si elles sont insuffisantes par rapport à nos critères, eh bien de faire ce qu'il faut pour les muscler. Donc, je pense que cet exercice proposé par le docteur Vitoz est un excellent exercice dans le cadre où nous évoluons ensemble pour nous aider les uns les autres, si nous en ressentons le besoin, eh bien, à retenir davantage d'un ouvrage. On lira probablement moins de livres tout au long de sa vie, mais ceux qu'on aura lus, on s'en souviendra et on sera capable de les mentionner et de s'appuyer dessus lorsqu'il s'agit d'argumenter sur ce sujet aussi important que cette superstition de la nécessité d'un gouvernement. Cette pause étant faite, nous revenons à notre solution pour la vie sans superstition. En vérité, plutôt qu'un événement qui doit se produire, une chose particulière qui doit être faite, la vraie solution, la seule solution au problème impliquant le gouvernement, consiste à ne pas faire certaines choses et à ce que certaines choses ne se produisent pas. Alors, une phrase qui mérite d'être lue. En vérité, plutôt qu'un événement qui doit se produire ou une chose particulière qui doit être faite, la vraie solution, la seule solution au problème impliquant le gouvernement consiste à ne pas faire certaines choses et à ce que certaines choses ne se produisent pas. En un sens, il n'y a pas de solution positive et active au gouvernement. La solution ultime est négative et passive. Cessez de prôner l'agression contre vos voisins. Cessez de vous engager dans des rituels qui excusent l'initiation à la violence et renforcent l'idée que certaines personnes ont le droit de gouverner. Cessez de penser et d'agir d'une manière qui renforce le mythe selon lequel les gens normaux devraient être et doivent être redevables à un maître et devraient obéir à ce maître plutôt que de suivre leur propre conscience. Fin de ce paragraphe. Dernière expression employée, suivre leur propre conscience. On a employé plusieurs fois l'expression cesser de. On a entendu parler à nouveau d'un maître et à nouveau du mythe. Voilà pour ma restitution, et César nous propose, merci à toi, museler les gens tels des chiens. Paragraphe suivant. Lorsque les gens cesseront de se prosterner devant l'autel du gouvernement, vous voyez bien la métaphore d'une religion évoquée dans d'autres chapitres précédents. Lorsque les gens cesseront de se prosterner devant l'autel du gouvernement, de jouer les jeux des tyrans, de respecter des règles arbitraires rédigées par des mégalomanes
et je vous laisse deviner le mégalomane qu'on a à la tête du gouvernement français, le problème disparaîtra de lui-même. En tant qu'entité mythique, l'autorité n'a pas besoin d'être renversée, ni votée, ni réformée. Il suffit que les gens cessent d'imaginer quelque chose qui n'existe pas et qui n'a jamais existé. Si les gens cessaient de laisser une superstition irrationnelle déformer leur perception, leurs actions s'amélioreraient immédiatement et de façon spectaculaire. Personne ne donnerait d'ordre, n'exécuterait d'ordre ou ne se sentirait obligé d'obéir à des ordres, à moins que les ordres eux-mêmes ne soient considérés comme intrinsèquement justifiés par la situation et non par celui qui donne l'ordre ou par son autorité supposée. Cela suffirait à éliminer la grande majorité des vols, des extorsions, des intimidations, des harcèlements, des coercitions, des terrorismes, des agressions et des meurtres que les êtres humains commettent aujourd'hui les uns contre les autres. Lorsque le peuple ne reconnaîtra et n'acceptera aucun maître, il n'en aura aucun. En fin de compte, leur servitude et les moyens d'y échapper existent entièrement dans leur propre esprit. Fin de paragraphe. Alors les derniers mots, souvent les plus faciles, j'en profite, dans leur propre esprit. On a encore entendu parler des maîtres. On a entendu parler bien évidemment de superstition irrationnelle. Évidemment, encore entendu parler d'autorité. On pourrait compter les paragraphes où ce mot ne figure pas. Autorité d'ailleurs supposée, pour le coup. Et puis on a parlé de toute une série d'ennuis qui peuvent arriver dans une société, tels que des vols, des extorsions, des intimidations. Alors je vais m'en tenir aux trois premiers, par exemple. Voilà pour ma restitution de ce paragraphe. Et César nous propose de supprimer l'autorité, en tout cas en restitution. Voilà. Merci à toi. Alors donc, pour la suite, paragraphe suivant, la société humaine n'a pas besoin qu'on lui ajoute quoi que ce soit pour résoudre la plupart de ses problèmes, pas plus qu'elle n'a besoin de l'institution d'un nouveau système ou de la mise en œuvre d'un nouveau plan directeur. Au lieu de cela, elle a besoin qu'une chose, une chose omniprésente et extrêmement destructrice, soit retirée de la société, la croyance en l'autorité et en le gouvernement. C'est l'occasion de vous remontrer à nouveau la carte fondatrice, fondamentale pour comprendre tout ce qui se passe là. J'encourage par ailleurs à lire le livre en entier, mais enfin, elle est tirée, cette carte de ce livre, qui s'appelle Pouvoir illimité, dont l'auteur est Anthony Robbins. Et le commentaire qui est fait sous les 4 pavés que vous pouvez lire aisément, croyance, potentiel, action, résultat, c'est de dire le potentiel que nous mobilisons et les résultats que nous obtenons font partie d'un processus dynamique qui commence par une croyance. Et c'est le mot « commence » qui est fondamental dans la compréhension de ce schéma. Tout commence par une croyance. Et c'est ce que dit l'auteur quand il dit « Au lieu de cela, elle a besoin qu'une chose, une chose omniprésente et extrêmement destructrice, soit retirée de la société, la croyance en l'autorité et en le gouvernement. » Ce qui fera fonctionner les choses n'est pas un plan centralisé, ni un programme autoritaire, mais l'interaction mutuellement volontaire de nombreux individus, chacun servant ses propres valeurs et suivant sa propre conscience. Donc, s'il faut bien mettre l'accent dans tout ce que nous lisons, c'est que l'absence de gouvernement, évidemment, met l'accent en remplacement de cette sorte d'entité extérieure à nous-mêmes, qui est un gouvernement, et bien de suivre sa propre conscience comme instrument privilégié pour déterminer chez tout un chacun qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, qu'est-ce qui est moral, qu'est-ce qui ne l'est pas. Bien sûr, cela ne correspond pas du tout à la façon dont presque tout le monde a été formé à penser, que la société a besoin d'un plan directeur avec des leaders qui feront en sorte que cela se produise. En réalité, ce dont la société a le plus besoin,
écoutez bien parce que ça va aller à l'encontre de beaucoup de croyances chez les uns ou chez les autres, eh bien, ce dont la société a le plus besoin, c'est de l'absence totale de plan directeur et de leaders autoritaires auxquels les gens doivent remettre leur libre arbitre et leur jugement. La solution n'est pas d'ajouter quelque chose de nouveau à la société, mais simplement de comprendre et de dissiper la solution la plus dangereuse, la superstition la plus dangereuse. Donc, fin de paragraphe et fin de ce thème numéro 1 dans cette émission, à savoir la solution. Alors, César semble nous traduire ça à sa façon, hein, pour tous et tous pour un, plus de maîtres. C'est un bon résumé. Alors, on peut également noter qu'on a trouvé dans ce paragraphe, eh bien, en quelque sorte, les éléments essentiels du titre du livre, c'est-à-dire la superstition la plus dangereuse. Ah, je vous remets tout de suite après la couverture du livre sous les yeux. Alors évidemment, c'est en anglais à l'origine, mais la traduction se rapproche de ça. Hein. The most dangerous superstition, la superstition la plus dangereuse. Qu'est-ce qu'on trouve encore dans ce paragraphe? Évidemment, pour ne pas changer le mot gouvernement. On a parlé, alors qu'est-ce que j'ai fait là? Le mot gouvernement, le mot leader autoritaire. Alors, ça m'arrive à un moment ou à un autre de cliquer à des endroits voilà, ça y est, j'ai remis le chat sous les yeux. Donc, étais-je en train de vous dire des expressions comme nouveau plan directeur, le mot gouvernement, comme j'étais en train de vous en parler. Et puis, on était en train de parler, ce qui est le plus enthousiasmant, de ce qui, placé entre guillemets, fera fonctionner les choses. Alors, évidemment, cette émission est pleine d'espoir, puisqu'on est enfin arrivé à des solutions. Alors, abordons dans cette vie sans superstition le thème « La réalité est une anarchie » et merci à toutes celles et ceux qui nous ont rejointes. Il y a des petites pointes de compteur par moment à 15, alors ensuite ça repasse à 13. N'hésitez pas à vous manifester sur le chat, c'est bien volontiers que nous vous saluerons en fin de paragraphe. La réalité est une anarchie. De nombreuses personnes sont devenues anarchistes, défenseurs d'une société sans classe dirigeante, après être arrivées à la conclusion que la société serait plus prospère et plus pacifique et jouirait de plus de justice et de sécurité sans aucun gouvernement. Cependant, c'est un peu comme si un individu décidait, après une analyse minutieuse, que Noël fonctionnerait mieux sans le Père Noël. Même si le Père Noël n'existe pas, il est inutile de débattre de la question de savoir s'il est nécessaire pour que Noël fonctionne. Si Noël fonctionne, il fonctionne déjà sans le Père Noël. Il en va de même pour le débat habituel entre gouvernement et anarchie. Le gouvernement n'existe pas. Il n'a jamais existé et n'existera jamais, ce qui peut être prouvé en utilisant une logique qui ne dépend pas du tout des croyances morales d'un individu. Fin de paragraphe. Alors, dernier mot entendu, croyance morale d'un individu. On a parlé du Père Noël, de Noël lui-même, et puis on a parlé de justice et de sécurité. Voilà pour ma restitution. Deuxième paragraphe, pour résumer rapidement, les gens ne peuvent pas déléguer des droits qu'ils n'ont pas. Les gens ne peuvent pas déléguer des droits qu'ils n'ont pas, ce qui rend impossible pour quiconque d'acquérir le droit de gouverner autorité. Les gens ne peuvent pas modifier la moralité, ce qui fait que les lois du gouvernement sont dépourvues de toute autorité inhérente. Par conséquent, l'autorité, le droit de gouverner, ne peut logiquement pas exister. Le concept lui-même est contradictoire, comme le concept de pacifiste militant. Un être humain ne peut pas avoir de droit surhumain, et donc personne ne peut avoir le droit inhérent de gouverner. Une personne ne peut être moralement obligée d'ignorer son propre jugement moral. Par conséquent, personne ne peut avoir l'obligation inhérente d'obéir à autrui. Notez bien ça, personne ne peut avoir l'obligation inhérente d'obéir à autrui. Ces deux ingrédients, le droit de commander du dirigeant
et l'obligation d'obéir du sujet sont le cœur et l'âme du concept d'autorité, sans lequel il ne peut exister. Je répète, ces deux ingrédients, le droit de commander du dirigeant et l'obligation d'obéir du sujet, sont le cœur et l'âme du concept d'autorité, sans lequel il ne peut exister. Fin de paragraphe. Alors, je m'appuie sur la participation de César, juge partisan, merci à toi. Et puis je vous laisse prendre le relais parce que ça c'est un peu votre travail, si je peux l'appeler ainsi. Toutefois, si vous voulez accepter ma proposition de lecture active et interactive, de poster à la fin de chaque paragraphe les mots et les expressions employées. Je passe donc au paragraphe suivant, toujours dans le thème « La réalité est une anarchie ». Et sans autorité, il n'y a pas de gouvernement. Alors, si vous ne savez pas quoi poster, vous pouvez être sûr que vous avez plus de 9 chances sur 10 d'être juste si vous postez à chaque paragraphe les mots autorité et gouvernement. Et sans autorité, donc, il n'y a pas de gouvernement. Si le contrôle que le gang, appelé gouvernement, exerce sur les autres n'a pas de légitimité, ce n'est pas un gouvernement. Ces ordres ne sont pas des lois. Ces exécutants ne sont pas des forces de l'ordre. Encore une fois, sans le droit de gouverner et sans l'obligation morale simultanée d'obéir de la part des masses, l'organisation appelée gouvernement n'est rien d'autre qu'une bande de voyous, de voleurs et d'assassins. Et n'est-ce pas, c'est moi qui fais la parenthèse, ce qu'ils sont en fait, les amis. Regardez autour de vous. Il y avait une liste de tous les... il faudrait que je vous retrouve ça. Je ne sais pas si je vais arriver à la localiser, mais il y avait une liste, évidemment, de tous ceux qui, comment dirais-je, ont dérogé à la moralité présente dans notre actuel gouvernement. Et je vous assure que la liste est longue. Alors, si certains ont encore besoin d'ouvrir les yeux et de voir des preuves, je doute que ce soit parmi nos lecteurs, mais tout de même, eh bien, on peut peut-être arriver à relocaliser cette liste. Alors, je m'y essaye quelques secondes, et si je ne la trouve pas, je crois que je l'ai trouvée, hein, liste, voilà. Alors, je vais vous en poster, parce que certains peuvent penser que ce livre est à côté de la plaque. Après tout, on a le droit de penser ce qu'on veut, mais quand vous allez comprendre les différents ministres de l'actuel gouvernement qui ont un problème avec la justice, vous devriez être édifiés. Alors, je vous poste les premières lignes. Ça va sans doute se séparer en plusieurs... où est-ce qu'on en est là? Alors, je ne sais pas ce que ça a posté exactement. L'association Bloom devant la Cour de justice pour mensonge. Bruno Le Maire. Ah oui, ça a découpé mon message, donc j'étais un peu perdu. Voilà, ça commence là. Hein. Voilà. Liste de tous les ministres de l'actuel gouvernement qui ont un problème avec la justice. C'est édifiant. Elisabeth Borne, Premier ministre, visée par les accusations de conflit d'intérêts dans l'attribution, la suite est dans le poste suivant, du marché de la future A79 à Eiffage, son ancien employeur. Olivier Véran, porte-parole du gouvernement, accusé de mise en danger de la vie d'autrui. Bérangère Couillard, ministre chargée de l'égalité entre les hommes et les femmes et de la lutte contre les discriminations, soupçonnée d'avoir découvert les accusations de viol contre son ex-collègue Damien Abad Charlotte Cobel, secrétaire d'État, d'État chargé de l'enfance, visé par une plainte de fraude aux manuscrits anciens, violation du secret professionnel et recel. Hervé Berville, secrétaire d'État chargé de la mer, visé par une plainte. Alors là, il faut que je vous poste bien évidemment la suite. Une plainte de quoi? On va bientôt le savoir. Alors, c'est pas jusqu'où c'est allé en fait. Il aurait fallu poster ça personne par personne. Alors je vais peut-être m'y hasarder pour la suite, comme ça ce sera plus facile à lire. Je vous fais un post par personnage et puis vous allez voir que ce commentaire, il est tout à fait plus que jamais d'actualité. Alors est-ce que ça rentre dans un post? Vous voyez Jean-Noël Barrot, je vous laisse lire pendant que je vous récupère les données en quelque sorte. Ensuite, parmi les personnes concernées, Thomas Cazenave, ministre délégué des comptes publics lié à Karim Tadjedine, ancien président de McKinsey France.
Voilà, donc je ne sais pas si je vais aller jusqu'au bout, mais vous avez déjà un joli aperçu de cette brochette incroyable qui nous impose un tas de décisions qui ne s'appliquent pas à eux-mêmes, c'est peu de le dire. On a évidemment, peut-il en être autrement, notre fameux Gérald Darmanin qu'on retrouve ici dans cette liste. On a évidemment Sabrina, alors je dis évidemment, elle est peut-être moins connue, hein, Agresti-Roubache, secrétaire d'État chargé de la ville, qui a insulté un administré, Xavier Bonnard, en le traitant de fils de, je vous parle de, je vous épargne la suite. Donc vous voyez, c'est vraiment quelque part l'illustration criante de, comment dirais-je, de ce que nous sommes en train d'expliciter émission après émission. Alors je vais vous les poster à chaque fois, comme ça vous aurez le temps de bien prendre connaissance, parce que je crois que beaucoup d'entre nous ont du mal à accepter cette idée qu'il y en ait autant, quoi. Alors, ma foi, les arguments, ils sont pourtant là. Donc voilà pour le dernier, pas le dernier, mais en tout cas le dernier posté. J'ai un peu de mal à jongler avec tous mes écrans, mais on va y arriver. Alors, je ne vais pas pouvoir vous les poster toutes. Je vais vous donner, pour que vous puissiez en prendre connaissance, en fait, vous donner le lien du post que j'en ai fait, et comme ça, vous aurez tout loisir de pouvoir vous y référer. Alors, n'hésitez pas à faire circuler ce lien parce qu'il est fondamental. Voilà le lien du post qui vous permettra de voir toute la bande de malfrats qu'on a eu la grande erreur d'ériger en gouvernement. Alors du coup, j'ai perdu un petit peu le fil. On va voir si on arrive à le retrouver. Et sans autorité, donc, il n'y a pas de gouvernement. Si le contrôle que le gang appelé gouvernement exerce sur les autres n'a pas de légitimité, ce n'est pas un gouvernement. Ces ordres ne sont pas des lois, ces exécutants ne sont pas des forces de l'ordre. Encore une fois, sans le droit de gouverner et sans l'obligation morale simultanée d'obéir de la part des masses, l'organisation appelée gouvernement n'est rien d'autre qu'une bande de voyous, de voleurs et d'assassins. C'est ça que je voulais vous illustrer en vous postant tous ces exemples. Le gouvernement est une impossibilité. Ce n'est tout simplement pas une option, pas plus que le Père Noël n'est une option. Et insister sur le fait qu'il est nécessaire alors qu'il n'existe pas et ne peut même pas exister, ou prédire le malheur si nous n'avons pas cette entité mythique, ne change rien à ce fait. Soutenir que les êtres humains ont besoin d'un dirigeant légitime, ayant le droit moral de contrôler par la force tous les autres, et auquel tous les autres sont obligés d'obéir, ne change rien au fait qu'une telle chose n'existe pas et ne peut pas exister. Fin de paragraphe. On est toujours dans le deuxième thème de cette belle émission La vie sans superstition, qui s'intitule La réalité est une anarchie. Ainsi, le but de ce dernier chapitre n'est pas simplement de soutenir que la société fonctionnerait mieux sans la fiction appelée gouvernement, mais de présenter aux lecteurs, aux auditeurs, pour le coup, les façons dont les gens percevront la réalité différemment, penseront différemment, se comporteront différemment et interagiront différemment, très différemment en effet, une fois qu'ils auront abandonné la superstition la plus dangereuse, la croyance en l'autorité. L'anarchie, c'est-à-dire l'absence de gouvernement, est ce qui est. C'est ce qui a toujours été et sera toujours. Lorsque les gens accepteront cette vérité et cesseront d'halluciner une créature appelée autorité, ils cesseront de se comporter de la manière irrationnelle et destructrice qu'ils le font actuellement. Fin de paragraphe. Presque tout le monde, du moins au départ, a du mal à penser clairement à un tel concept. Parce que tous les politiciens et tous les gouvernements proposent constamment des solutions qui traitent de la manière dont la société sera organisée, gérée et contrôlée par un système centralisé et autoritaire, la plupart des gens ne savent même pas comment traiter mentalement l'idée d'une absence totale de tout système imposé par la force. Ils se posent instinctivement des questions telles que « Comment les routes fonctionneraient-elles » ou « Comment nous défendrions-nous » La vérité est que personne ne peut savoir comment tout fonctionnerait ou ce qui se passerait.
Les individus peuvent faire des suggestions sur la manière dont les choses devraient fonctionner ou des prédictions sur la manière dont les choses pourraient fonctionner, mais personne ne peut savoir quelle est la meilleure manière de faire fonctionner les choses. Malgré l'énorme quantité d'incertitudes que cela crée, l'histoire des personnes vivant en liberté est bien meilleure que n'importe quelle solution centralisée et gérée. Alors, merci Pascal de nous avoir rejoints. Merci à Dark Soul Dark Force. Et puis, merci pour tes restitutions, Pascal. Donc, c'est super de te voir prendre le relais. Fiction appelée gouvernement, merci. Et puis, créature appelée autorité. Paragraphe suivant. Cependant, les étatistes ont été formés à être terrifiés par ce type de société infiniment plus complexe, où il n'y a pas un plan directeur, mais des milliards de plans individuels, interagissant les uns avec les autres d'innombrables façons différentes. Pour eux, c'est le chaos. Et d'une certaine manière, c'est le chaos, en ce sens qu'il n'y a pas d'idée directrice unique, ni d'entité de contrôle unique. Cela ne signifie pas que les gens ne peuvent pas conclure d'accord, travailler ensemble, coopérer et trouver des compromis. Au contraire, cela signifie que chaque personne envisagera la vie comme un adulte, au lieu de renoncer à son libre arbitre et à sa responsabilité pour suivre aveuglément l'agenda de quelqu'un d'autre. Alors dites-moi les amis, ça ne vous fait pas un peu au minimum rêver tout ça? Et puis, est-ce que vous connaissez l'alternative correspondante à l'auteur? Rien n'est moins sûr, mais c'est peut-être malgré tout le mérite d'une réflexion plus poussée. Est-ce que vous connaissez le site révoludroit.fr? Je vérifie l'adresse. Je ne sais plus comment. Alors oui, j'ai mis un peu trop de lettres. J'ai mis Révolution droit. Révoludroit.fr de Valérie Bugot. Alors, je ne sais pas si c'est .fr. Il faudrait peut-être que je fasse une petite recherche. En tout cas, je vous invite à vous faire une opinion. Bel et bien. Voilà, rénovation et évolution par le droit. Alors, il y a quand même encore cette histoire de droit qui n'est pas forcément compatible avec les idées de l'auteur, mais tout de même, voilà. Alors, je ne sais pas si j'arrive à vous avoir une adresse à vous poster, et puis je vous laisserai examiner ça hors émission si le cœur vous en dit. En tout cas, vous savez à quel point, pour ma part, j'apprécie les contributions de Valérie Bugot qui amène beaucoup d'éclairage fort utile aux uns et aux autres. Donc, je vous poste l'adresse de son site. Et merci pour ton avis, Pascal, à savoir plus complexe et plus riche, à mon avis, cette société d'anarchie. Alors, soit dit en passant, même sans la superstition de l'autorité, il y aurait toujours des leaders et des suiveurs, mais il s'agirait généralement d'un véritable leadership où une personne montre l'exemple en faisant preuve d'un niveau d'intelligence, de compassion ou de courage qui inspire les autres à se comporter de la même manière. Il s'agit là d'un phénomène très différent de ce que l'on appelle aujourd'hui le leadership. Alors, c'est un mot que j'espère que vous allez restituer, les amis. Lorsque l'on parle de dirigeants de pays, un autre mot à restituer, il s'agit de personnes qui contrôlent de manière coercitive des millions d'autres personnes. L'expression leader du monde libre, lorsqu'il s'agit d'un représentant du gouvernement, est inexacte et contradictoire. Les hommes politiques ne donnent pas l'exemple. Au contraire, ils donnent l'exemple de la malhonnêteté. Est-ce qu'il faut encore que je vous pose des exemples, les amis? De l'escroquerie, du narcissisme et de la soif de pouvoir. Ils disent ce que les gens veulent entendre afin de les dominer et de les contrôler. Appeler de telles personnes dirigeants est aussi ridicule que d'appeler des voleurs producteurs ou des meurtriers guérisseurs. En l'absence de croyance en un gouvernement, de vrais dirigeants pourraient émerger. Des personnes qui ne revendiquent aucun droit à gouverner, aucun droit à forcer quiconque à les suivre, mais dont les vertus et les actions sont reconnues par les autres comme méritant d'être imités. Comme méritant d'être imités. Ça ne vous parle pas, les amis, tout ça? Moi, je trouve ça vraiment génial, quoi.
Alors après, les réflexions qui sont les vôtres, Dark Soul, Dark Force, pour qu'une dictature puisse fonctionner, il faut que chaque exécutant fasse son taf sans pouvoir penser que son exécution contribue à un tout, c'est-à-dire le pouvoir central. Du coup, je partage ton opinion sur ce point, aucun souci. Et donc les mots restitués, gouvernement égale menteur, voilà, tout à fait. Et puis, de la part de Pascal, aucun droit à gouverner. Bah, écoutez, les amis, on arrive dans ce troisième thème de cette émission du jeudi 17 août. Très heureux de vous avoir avec nous. Et donc, on va aborder la peur de la liberté. Alors ça, c'est sans doute, je n'ai pas encore mémoriser le contenu de ce paragraphe, mais je pense que c'est un paragraphe vraiment essentiel. Alors, voyez comment ça vous parle, les amis, et puis continuez à poster les mots, les expressions employées. La plupart des gens vivent entourés de hiérarchies autoritaires, qu'il s'agisse de la famille, de l'école, de l'entreprise ou de tous les niveaux de gouvernement. Par conséquent, la plupart des gens ont du mal à imaginer une civilisation sans chef, une société d'égaux, une existence dépourvue de dirigeants, un monde sans législateurs et sans leurs lois. Dans l'esprit de la plupart des gens, cette seule pensée évoque des images de chaos et de désordre. Fin de ce court premier paragraphe. Paragraphe de 5 lignes. Alors, qu'est-ce qui vous revient? On a entendu parler de dirigeants, d'entreprises, d'écoles, de familles, de législateurs, de lois, de sans-chef, de civilisation, de chaos et de désordre. Donc, je vous laisse choisir vous-même vos mots. Et je poursuis avec un paragraphe plus long. Les gens sont plus à l'aise avec ce à quoi ils sont habitués et craignent l'inconnu. Tout un paragraphe dans le livre Vos zones erronées de Wayne Dyer sur la peur de l'inconnu. Les gens sont plus à l'aise donc avec ce à quoi ils sont habitués et craignent l'inconnu. Les gens sont tellement attachés à ce qui leur est familier que même ceux qui vivent dans des zones à forte criminalité ou dans des zones de guerre quittent rarement le monde qu'ils connaissent pour chercher quelque chose de mieux. De même, il est bien connu que certains prisonniers de longue durée développent une peur d'être libérés et lorsqu'ils le sont, commettent d'autres crimes dans l'intention d'être renvoyés en prison. Même les esclaves peuvent avoir peur d'être libérés. En effet, la vie d'un prisonnier ou d'un esclave, bien que peu épanouissante, est prévisible. Et le fait d'imaginer une nouvelle vie, radicalement différente, dans un lieu inconnu, parmi des étrangers, avec toutes les incertitudes qui en découlent, comment vais-je manger? Où vais-je vivre? À quoi cela ressemblera-t-il? Serai-je en sécurité? Effraie presque tout le monde. Il en va de même lorsque la plupart des gens envisagent une société humaine sans classe dirigeante. Le concept est tellement étranger à tout ce qu'ils ont toujours connu et pensé et à tout ce qu'on leur a enseigné comme étant nécessaire et bon qu'ils savent à peine comment commencer à l'imaginer. Notre langage même illustre notre peur de vivre en société en tant qu'égaux libres, car un tel état est défini comme anarchie, un terme également utilisé pour décrire le chaos et la destruction. Nous nous sommes tellement habitués à la cage mentale que le mythe de l'autorité a formé autour de chacun d'entre nous que la plupart d'entre nous sont terrifiés à l'idée de vivre sans cette cage. Nous avons littéralement peur de notre propre liberté. Alors j'espère que vous pourriez noter ça, peur de notre propre liberté, les mots autorité, évidemment, terrifié à l'idée de vivre sans cette cage, et puis peut-être les exemples qui vous ont été fournis de cette peur des prisonniers qu'on libère, et d'autres encore, ou des esclaves qui auraient peur de retrouver leur liberté. Car ce paragraphe concerne la peur de la liberté, ce thème. Et certaines personnes s'efforcent de renforcer cette peur, ceux qui profitent le plus du mythe de l'autorité, ceux qui aspirent à dominer les autres, ainsi qu'à la richesse et au pouvoir non mérité que cela leur confère, font constamment passer le message que la vie sans eux serait synonyme de douleur et de souffrance constante pour tout le monde. Les tyrans utilisent à peu près tout ce qui peut effrayer les gens: la criminalité, la pauvreté, la maladie, les invasions, les catastrophes écologiques, etc. Il y en a encore un post aujourd'hui qui vous le prouve, concernant faire peur aux gens pour les pousser contre leur gré
vers certaines injections que vous connaissez bien. Les détails varient, mais le message des tyrans est toujours le même. Si vous ne nous donnez pas le droit, le pouvoir sur vous, si vous ne nous donnez pas le pouvoir sur vous, afin que nous puissions vous protéger, vous souffrirez horriblement. Ce message associé à la peur inhérente à l'homme de l'inconnu a permis un niveau incompréhensible d'oppression, de vol et de meurtre pur et simple, génération après génération, dans le monde entier. Ironiquement, c'est la promesse vide d'une protection contre la souffrance et l'injustice qui a poussé tant de gens à accepter ce qui a causé plus de souffrance et d'injustice que toute autre chose dans l'histoire. Deux points, la croyance dans le gouvernement. Fin de paragraphe. Alors, réflexion, merci à toi pour ta participation. La liberté passe par se défaire de ses chaînes mentales, un regain de sa conscience, de sa confiance, un soin de son soi. Merci pour tes suggestions, toujours très appréciées. Et puis, Pascal nous restitue ces mots sécurité ou souffrance. Merci à toi. Il semble étrange que tout être humain pensant ne soit pas naturellement ouvert et réceptif à l'idée qu'il se possède lui-même et qu'il devrait être en charge de sa propre vie sans être entravé par une quelconque autorité humaine. Cependant, l'individu moyen qui entend un tel message s'en prend souvent au messager, insiste sur le fait que la liberté réelle, un monde sans maître ni sujet, serait synonyme de chaos et de destruction, puis préconise avec véhémence la poursuite de l'asservissement de toute humanité, y compris lui-même. Il ne le fait pas sur la base d'une pensée rationnelle, d'une preuve ou d'une expérience, mais sur la base de sa propre terreur existentielle de l'inconnu. L'inconnu étant dans ce cas une société d'égaux au lieu de maîtres et de sujets. Il ne l'a jamais vu à l'œuvre à grande échelle, n'y a jamais réfléchi, ne peut pas l'imaginer, et la craint donc. Et ceux qui veulent dominer les autres renforcent et encouragent constamment cette peur chez ceux qu'ils cherchent à soumettre. Fin de ce paragraphe et fin de ce thème, la réalité, la peur de la liberté. Alors, notre dernier thème pour l'émission de ce soir, voir un monde différent. Voir un monde différent. Lorsque quelqu'un qui a été endoctriné, notez bien ces mots qui ont beaucoup de signification, lorsque quelqu'un qui a été endoctriné dans le culte de l'autorité se libère finalement de la superstition, la première chose qui se produit est qu'il voit une réalité radicalement différente. J'espère que grâce à cette lecture que nous faisons ensemble, vous commencez à la voir, cette réalité radicalement différente. Lorsqu'il observe les effets de la superstition de l'autorité, qui s'infiltre dans presque tous les aspects de la vie de la plupart des gens, il voit les choses telles qu'elles sont réellement et non telles qu'il les avait imaginées auparavant. La plupart du temps, lorsqu'il voit ce qu'on appelle l'application de la loi en action, il reconnaît qu'il s'agit d'une brutalité brute, illégitime et immorale utilisée pour extorquer et contrôler le peuple afin de servir la volonté des politiciens. L'exception à cette règle est lorsque la police utilise la force pour arrêter d'autres personnes qui sont en fait coupables d'actes d'agression. Ironiquement, les mêmes actes que la police commet régulièrement pour la classe dirigeante. Lorsque l'étatiste, en voie de guérison, observe divers rituels politiques, qu'il s'agisse d'une élection présidentielle, d'un débat législatif au Congrès ou de l'adoption d'une nouvelle ordonnance par un conseil de zonage local, il voit les choses pour ce qu'elles sont, l'expression d'illusions et d'hallucinations par des personnes qui ont été endoctrinées dans un culte complètement irrationnel. Toute discussion dans les médias sur ce que devrait être la politique publique, ou quels représentants devraient être élus, ou quelle législation devrait être adoptée, semble, pour celui qui a échappé à la superstition, aussi utile et rationnelle que des personnes bien habillées, attirantes, d'apparence respectable, discutant sérieusement de la façon dont le Père Noël devrait s'occuper du prochain Noël. Fin de ce long paragraphe qui qui initie ce nouveau thème, voir un monde différent. Alors, vos posts, alors, la réflexion de Dark Soul, Dark Force, penser par soi-même ses créateurs, je pense, je fais et je crée. Tout à fait.
les restitutions, culte de l'autorité, propagande institutionnelle égale dictature. Deuxième paragraphe pour voir un monde différent pour celui qui a échappé au mythe de l'autorité, la prémisse sur laquelle repose toute discussion politique, se désintègre et chaque parcelle de rhétorique qui découle de la superstition est reconnue comme étant complètement folle. L'individu non endoctriné voit dans chaque discours de campagne, chaque argument politique, chaque discussion dans les journaux sur quoi que ce soit de politique, chaque diffusion sur CNN, d'un nouveau débat à la Chambre des représentants sur un nouveau morceau de législation, une manifestation des symptômes d'un délire profond, dû à l'acceptation aveugle d'un dogme totalement absurde et semblable à une secte. C'est rigolo, j'avais ce mot en tête avant d'arriver à la fin de la phrase. Vous voyez, endoctrinement, ça va bien avec secte. Et les sectes les plus dangereuses sont vraisemblablement pas celles que l'on pense. Voter, faire campagne, écrire à son député, signer des pétitions, tout cela ne semble soudain pas plus rationnel ou utile que de prier un dieu volcanique d'accorder ses bénédictions à la tribu. Celui qui a été déprogrammé voit non seulement la futilité de toute action politique, mais aussi que de telles actions, quels que soient leurs objectifs, renforcent en fait la superstition. Tout comme le fait que tous les membres d'une tribu prient un dieu volcan renforce l'idée qu'il existe un dieu volcan, le fait de demander des faveurs aux hommes politiques renforce l'idée qu'il existe une classe dirigeante légitime, que leurs ordres sont des lois et que l'obéissance à ces lois est un impératif moral. Fin de paragraphe. Alors, apparence respectable, merci pour cette restitution. À la cravate, je préfère le drapeau noir, une idée intéressante. Et puis, la plus grande des dictatures, c'est l'abandon des droits de chaque personne au profit d'une idéologie, nous dit Dark Soul Dark Force, non répréhensible, puisque non traitée par l'opinion publique. Doxa contre opinion. Super, je vois que tu as beaucoup réfléchi à ces sujets et c'est appréciable. Et puis Pascal nous dit prier un dieu volcanique, tout à fait une belle expression, d'accorder ses bénédictions à la tribu. Prier un dieu volcanique, d'accorder ses bénédictions à la tribu. Et c'est effectivement des expressions qui étaient employées dans ce paragraphe. Paragraphe suivant, ceux que la plupart des gens considèrent aujourd'hui avec un grand respect et qui sont souvent qualifiés d'honorables, placés entre guillemets, sont reconnus comme des fous délirants et dotés d'un complexe divin par ceux qui ont échappé au mythe de l'autorité. Le non-endoctriné ne sera pas plus fier de serrer la main du président que celle de n'importe quel autre meurtrier de masse psychotique et narcissique. Les hommes qui portent des robes noires, manient des marteaux en bois et se désignent eux-mêmes comme la cour sont considérés comme les fous qu'ils sont. Ceux qui portent des insignes et des uniformes et qui s'imaginent être autre chose que de simples êtres humains ne sont pas considérés par les déprogrammés comme de nobles guerriers de la loi et de l'ordre, mais comme des âmes confuses souffrant de ce qui n'est guère plus qu'un désordre mental. Fin de paragraphe. Le dernier mot étant désordre mental. Paragraphe suivant. Bien sûr, ceux qui ont abandonné la superstition de l'autorité peuvent encore craindre les dommages que les mégalomanes et leurs mercenaires, soldats et policiers sont capables d'infliger. Mais les actions des mercenaires ne sont plus perçues comme étant en aucune façon légitimes, rationnelles ou morales. Ceux qui ont échappé au mythe commencent à voir que ceux dont les actions sont influencées par leur badge officiel sont aussi dangereux que les personnes sous l'emprise du PCP. Et ce, pour la même raison, parce qu'ils hallucinent une réalité qui n'existe pas, ce qui les conduit à agir violemment sans être freinés par un processus de pensée rationnelle. Ceux qui ont échappé à la superstition de l'autorité, lorsqu'ils sont confrontés à un officier de police, peuvent encore agir comme ils le feraient face à un chien enragé. Parler doucement, se comporter de manière soumise et ne pas faire de mouvements brusques. Mais ce n'est pas par respect pour le policier ou le chien enragé.
c'est par peur du danger que représente un cerveau qui fonctionne mal, parce qu'il est infecté par une maladie destructrice, qu'il s'agisse de la rage ou de la croyance en l'autorité. Fin de ce nouveau paragraphe. Alors, entre-temps, vous nous partagez l'humilité est la clé de la société, l'absurdité de la hiérarchisation, et puis le badge officiel, est-ce que ça inspire certains d'entre nous? Bonsoir à tous, nous dit Va savoir. Eh bien, c'est bien volontiers que nous t'accueillons dans cette émission. Bonsoir à toi. Lorsque les adeptes de l'autorité commettent des actes d'agression, s'imaginant que ces actes sont justes parce qu'ils sont appelés loi, leurs cibles n'ont que peu d'options. Lorsqu'un collecteur d'impôts, un policier ou tout autre agent chargé d'appliquer la volonté des politiciens tente d'extorquer, de harceler, de contrôler ou d'agresser ceux qui ont échappé au mythe de l'autorité, les cibles de l'agression légale peuvent soit accepter ce qu'elles savent être une injustice, soit essayer de contourner les agresseurs légaux ou de s'en cacher, soit résister par la force aux agresseurs. Il est regrettable que la dernière option soit jamais nécessaire, car bien que le recours à la force défensive soit moralement justifié, même lorsqu'elle est illégale, il est triste qu'une bonne personne doive un jour recourir à la violence contre une autre bonne personne simplement parce que cette dernière a vu sa perception du bien et du mal déformée et pervertie par une superstition irrationnelle. Même les voyous meurtriers des régimes les plus brutaux de l'histoire, en raison de leur foi dans le mythe de l'autorité, pensaient qu'ils faisaient leur devoir. Ils pensaient à un certain niveau que leurs actions étaient nobles et justes, sinon ils ne les auraient pas commises. Cette loyauté aveugle à l'égard de l'autorité ne laisse souvent que deux options aux victimes. Première option, se soumettre à la tyrannie, ou deuxième option, tuer les responsables de l'application de la loi qui se bercent d'illusions. Il serait de loin préférable pour tout le monde qu'avant que la résistance forcée ne devienne nécessaire, les mercenaires de l'État puissent être déprogrammés de leurs illusions afin d'éviter d'avoir à les effrayer, les blesser ou même les tuer pour les empêcher de commettre des actes répréhensibles. Fin de ce long paragraphe. Il nous reste pour terminer cette émission une note personnelle de l'auteur. Et comme d'habitude, nous aurons atteint quasiment 1 heure d'émission, quand ça n'est pas plus. Entre-temps, vous nous partagez que maladie mortelle dont le vaccin est l'anarchisme, tout à fait. Tu nous parles des adeptes de l'autorité. Alors, si ça vous embête que je vous tutoie, vous n'hésitez pas à vous manifester. Hein, je sais très bien employer le vous aussi. Et puis, Pascal nous dit, personnellement, j'ai bien aimé les vidéos YouTube des carnets de Jérémia. Eh ben, c'est bien de partager ces découvertes. Alors, nous terminons sur une note personnelle de l'auteur. La chose la plus gentille que vous puissiez faire pour quelqu'un qui a été dupé et qui est devenu un pion de la machine d'oppression appelée gouvernement, est de faire tout ce qui est en votre pouvoir pour le persuader de repenser sa loyauté au mythe de l'autorité. Si tout le reste échoue, donnez-lui un exemplaire de ce livre. Aussi inconfortable que cela puisse être, vous pourriez rendre un grand service à beaucoup de ces futures victimes potentielles. Et vous pourriez même rendre un grand service à l'homme demain lui-même en évitant que l'une de ses futures victimes ne le mutile ou ne le tue. Voilà pour la fin de cette émission, pour ma part, que je trouve merveilleuse. En ce qui concerne, j'avais une attente depuis un bon moment de me dire, bon, c'est bien tous ces constats, moi je suis maintenant complètement convaincu pour ma part, mais j'aimerais bien avoir une description en plein plutôt qu'en creux, si je peux m'exprimer ainsi, de ce que c'est qu'une vie sans superstition, et c'est ce qui va maintenant nous occuper pendant plusieurs émissions, puisque nous allons nous en retrouver dès la semaine prochaine pour 3 nouvelles émissions, et puis encore la semaine suivante. Vous savez qu'il y a au total, il y a 20 émissions, puisque nous venons de terminer la 14e. Il nous en reste donc 6. Profitons de ces temps ensemble pour partager, comme vous avez su le faire sur le chat. Je poste le dernier réflexion de Dark Soul, Dark Force. Nous vivons dans une illusion. L'homme se doit de revenir à son essence propre
et ne pas être binaire. Merci pour tes contributions. Merci pour Pascal, tutoiement parfait pour moi. Eh bien, comme ça, chacun peut se sentir respecté et c'est le plus important. Alors, écoutez, la semaine prochaine, quel est le menu et puis quelles sont les dates? Eh bien, vous allez le découvrir dès que je vais faire avancer le sommaire à la page suivante. Émission numéro 15, mardi 22 août à 21h30. Je vous rappelle, les mardis et mercredis, c'est 21h30. Eh bien, on va évoquer, j'espère que ça va vous porter, vous motiver autant que moi, un monde sans règles. Moi, ça m'intéresse vraiment de découvrir comment le définit l'auteur. Penser différemment, parler différemment. Enseignement de la morale vs enseignement de l'autorité. Et puis, pas de plan directeur. Qu'est-ce que ça peut donner une société sans plan directeur? Moi, ça m'intéresse. Et donc, ça va être avec vous que je vais découvrir cela mardi 22 août. En attendant, j'aurai à traduire évidemment ce passage qui, pour l'instant, est encore en langue anglaise dans mon ouvrage, dans mon PDF. Et puis, dès mercredi prochain, on va aborder les thèmes suivants. Tu te gouvernes, je me gouverne. Une autre société, des règles d'un autre type, et puis une organisation sans autorité. Et enfin, pour la semaine prochaine, nous terminerons avec l'émission numéro 17, jeudi 24 août, donc dans une semaine, la défense sans autorité, parce que ça peut être quelque chose quand même qui nous inquiète pour certains, mesures de dissuasion et d'incitation, et puis l'anarchie en action. Alors, c'est vraiment des sacrées découvertes. J'espère qu'il en est de même pour vous. Et puis après, il faudra attendre la semaine suivante, celle du 29 août, pour aborder nos 3 dernières émissions avec l'éducation anti-autoritaire, à mi-chemin, le chemin vers la justice. Et puis le 30 août, donc mercredi 30, les effets secondaires du mythe, ce qui aurait pu arriver. Et puis nous terminerons jeudi 31 août, cette belle aventure que je me fais une joie de partager avec vous, avec l'acceptation de la réalité, la punchline revue et corrigée, et comme il se doit dans beaucoup de livres, une dédicace à la fin, un petit paragraphe à propos de l'auteur, et puis dès à présent, vous l'avez sous vos yeux, le rappel du site web de l'auteur, https://larconrose.com. Eh bien, voilà pour notre émission de ce soir. Le vous est de rigueur à l'Élysée. Alors, c'est peut-être une façon, effectivement, maintenant, vous me direz si vous le vivez comme ça, de sortir de ce concept de gouvernement. Et puis, merci à toi, Pascal. Ça me va droit au cœur. Merci pour tout ce travail. J'apprécie, je partage, même si j'étais déjà abonné à votre chaîne. C'est toujours agréable de découvrir davantage ces abonnés davantage que sous forme d'une liste de pseudos qui apparaissent dans les abonnés de la chaîne. En tout cas, j'espère que cette émission vous aide à ouvrir de nouveaux horizons, comme c'est le cas pour ma part. Et puis, je vais vous laisser en compagnie de l'indicatif final, non sans vous avoir rappelé le rendez-vous de la semaine prochaine, de façon à ce que, évidemment, on soit ensemble à la bonne heure. Nous sommes aujourd'hui 17 août et donc nous étions dans l'émission numéro 14 et dès la semaine prochaine, nous passerons à l'émission numéro 15, donc mardi 22 août. Donc je vous note ça dans le chat et puis je lance notre petit indicatif final. Prochaine émission de point mardi 22 août. Alors, évidemment, je vous incite pour le coup à partager, puis on sera nombreux à s'ouvrir à ces nouvelles idées, mieux il me semble que ce sera. Donc, voilà, vous voyez, si vous arrivez à exercer de manière légitime votre pouvoir d'influence. Et donc, magnifique et merci, nous dit César. Écoutez, merci, ça nous va droit au cœur, ça nous encourage. Vous savez à quel point c'est important parce que même si on aime le faire, vous comprenez bien qu'à chaque fois, ça reste pas mal de préparation, pas mal d'heures à la traduction de ce livre, à la mise en forme des différents éléments. Donc, je vous reposte à nouveau le lien qui doit encore fonctionner jusqu'à demain soir, sauf erreur, le lien de téléchargement des 133 premières pages du livre. Alors, vous les avez sous ce lien.
Donc, je le poste à l'écran, comme ça, il sera inclus dans la vidéo, même sans retrouver le chat. Et puis, je vous laisse en compagnie de notre indicatif. Je vous salue, je vous souhaite une excellente soirée et une bonne récupération. Et puis, même si c'est un peu en avance, un excellent week-end. À tout bientôt, les amis. Et je l'espère, fort nombreux, à la semaine prochaine, mardi 22 août. Qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. Oh,